Donc ce soir, s'il vous plaît, on a le plaisir de recevoir pour la première fois. Non, la troisième fois peut-être, le père Boboc, autour de son livre « Le transhumanisme décrypté », alors que vous pouvez acquérir en tapant Jean Boboc « Transhumanisme décrypté », préfacé par Magnard. Et il y a quelques livres ici que le père pourra tout à l'heure vous dédicacer. Transhumanisme, c'est la réalisation des projets fous des philosophes du XVIIIe siècle, entre autres Lamétrie, Holbach. Et aujourd'hui, avec les progrès de la science, qui va extrêmement vite, ces rêves deviennent des réalités. Les soubressements philosophiques ont été déjà abordés ici, et ça recoupe certaines propositions qui ont été tenues la semaine dernière sur l'écologie, une religion nue au service de l'ordre mondial. Il faut voir d'une part que ces projets plus ou moins diaboliques, même diaboliques, lucifériens, où il s'agit en fait, de passer à un post-humanisme ces projets, malheureusement, il ne faut pas se leurrer, aboutiront pour la grande partie, majeure partie, d'une part par l'argument du compassionnel, par le sondage truqué, les comités de bioéthique, et on voit très bien, on peut faire une analogie avec le rapport Kinsey qui a permis la dégradation morale des États-Unis puis de l'Europe. Il faut voir que derrière, il y a les intérêts financiers, transnationaux, contre lesquels on peut difficilement lutter. Donc il est important d'avoir des idées claires sur cette question et je vous invite vraiment à acquérir et à lire et à méditer le livre et en particulier la conclusion où il y a la réponse chrétienne et c'est une invitation au combat spirituel sans lequel il n'est rien. Et il faut savoir que l'heure est grave. Quand on pense que l'Institut de Jean-Paul II, l'Institut pour la vie, a été soi-disant refondé, on ne sait pas trop par qui, deux personnages, un pro-avortement, l'autre pro-euthanasie. La boucle est bouclée. À vous, mon père. Merci, frère. Mesdames et messieurs, effectivement, c'est pas la première fois que je sévis parmi vous. Ce livre, dont je ne parlerai plus maintenant, qui a étudié les origines de cette idéologie mortifère, les modalités par lesquelles elle s'est introduite, notamment l'époque des Lumières, le livre phare du marquis de Condorcet, et puis la biologie anglo-saxonne, très avancée par rapport à celle française, et qui continue de l'être dans ses dérives. Alors je me suis posé la question avant de venir, mais de quoi vais-je parler? Parce que je fais actuellement, sincèrement, une conférence par semaine, en France et à l'étranger. Là, je pars maintenant en Grèce, à Athènes, après m'être payé un bide magnifique à Thessalonique, devant des universitaires qui ne connaissaient même pas le mot transhumanisme. Et donc, même si en France on en parle beaucoup, parce qu'on a un petit peu peur, et puis il y a quelques ténors qui écrivent des bouquins en permanence sur le transhumanisme et sur l'intelligence artificielle,
Vous les connaissez, je les connais aussi, et je vois bien comment tout cela est monté. Mais si ce n'était qu'un péché de la France, finalement ce serait marginal. Mais c'est un péché européen, c'est un péché américain, c'est un péché russe, c'est un péché chinois, c'est un péché mondial. On en est là. Donc je me suis dit, essayons de parler un peu du transhumanisme et de la mondialisation, ou plutôt du thème de la globalisation. Nous vivons effectivement une ère de globalisation, tout le monde peut le constater. Les puristes qui font de la sémantique pourront séparer le terme mondialisme et mondialisation. La mondialisation, les interconnexions de plus en plus étroites entre les pays sur le plan économique, tandis que le mondialisme serait la formule d'accusation portée contre ceux suspectés de vouloir en finir avec les États-nations. Il y a certes dans cette dernière formule un procès d'intention contre les identitaires, mais les deux idées ne sont que les deux faces d'une seule et même idéologie. Elles se nourrissent en fait l'une de l'autre. Alors je ne ferai plus du tout d'allusion maintenant aux idéologies ni à la philosophie, j'en ai suffisamment parlé, surtout dans ce livre. Je vais vous parler de l'actualité. Le 26 juin dernier, le CCNE, c'est-à-dire le Comité consultatif national d'éthique en France, nous a donné un parfait exemple de soumission idéologique. En piétinant non pas ses convictions, parce que je doute qu'ils en aient encore, ils n'ont en fait que des positions et des postures transitoires. Mais ils ont piétiné leurs propres conclusions par idéologie. Alors je profite de cette occasion pour dire qu'avec l'agence de biomédecine, le CCNE fait partie des officines les plus permissives en matière de bioéthique. Après avoir étalé un catalogue des raisons de se méfier de l'autorisation de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes ou pour les femmes seules, le CCNE, tout en reconnaissant, je cite, le risque de libéralisation du marché procréatif, assume le basculement vers ce qu'il appelle de nouvelles façons de donner la vie. La formule n'est pas neutre, parce que de nouvelles façons de donner la vie, ce n'est plus quelque chose de naturel. J'en ai beaucoup parlé dans ce livre à propos de l'ectogénèse, c'est-à-dire de cette volonté qui correspond en fait au meilleur des mondes et au livre de George Orwell, 1984, où on fabrique des enfants, on les formate, on les fait sur mesure, avec un matériel plus ou moins artificiel. Le même jour, on apprenait que la chancelière d'Allemagne, Mme Merkel, levait son opposition au principe du mariage gay, tandis qu'en Irlande, pays que l'on croyait de tradition très catholique, arrivait un Premier ministre, métis et homosexuel, promettant bien entendu des avancées dans le domaine de la famille. Fallait le faire. On remarquera avec étonnement tout l'intérêt que portent à la famille ceux qui refusent à en fonder. No kids, no problem. Ça, c'est un rapport européen. C'est le titre d'un rapport européen. Je le répète, no kids, no problem. Faut-il rappeler que beaucoup de nos premiers ministres en Europe n'ont pas d'enfants. Sans doute par charité chrétienne, pour leur éviter de vivre le monde qu'ils nous préparent. Je n'ai aucun doute que d'ici 4 ou 5 ans, le même CCNE ne rende un avis favorable à la GPA, pour l'instant interdite en France, mais comme vous le savez, il suffit de passer les frontières pour trouver des ventres à louer. Il y a là un marché international absolument sordide lorsque l'on pense, en l'occurrence, à la misère qui pousse les femmes à se louer. Mais des pays dits civilisés ont parfaitement admis ce type de PMA, de procréation médicalement assistée. Il suffit d'ailleurs de faire un saut à Moscou, et j'y reviendrai. Parmi vous, il y a beaucoup de russophiles, je le sais, mais Moscou est très avancé sur cette dérive. Au passage, je vous signale que la personne responsable au niveau européen du comité de bioéthique sur cette question est une ou un transsexuel, je ne sais pas exactement, je ne suis pas allé voir,
Oui, mais il va de soi, dans l'idéologie actuelle qui prédomine à Bruxelles, qu'il revient toujours à une minorité sexuelle de diriger les travaux sur ce type de problème. Nous sommes en janvier. On vient d'inaugurer en France les États généraux de la bioéthique. Grande consultation nationale en vue de modifier les lois de bioéthique dès le début de l'année 2019. Tout sera discuté, nous dit-on, tout, sauf la GPA, qui reviendra sur le tapis quand même en invité non officiel et qui permettra au président Macron probablement de dire « Vous voyez, j'ai bien résisté, j'ai pas signé, on ne fera pas de GPA en France. » Parenthèse, pendant 3 ou 4 ans. Je vous le garantis, permissivité totale, tous azimuts, puisque le thème de la réunion de ces conversations sont « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Alors je vous donne la réponse. Nous voulons celui de la liberté totale, mais aussi de notre asservissement consenti au Dieu révélé de notre époque, l'intelligence artificielle, qui est le moteur du transhumanisme. Cette fameuse machine de guerre contre la vie, comme le dit si bien le philosophe Jean-Michel Beignet, que je vous invite à lire. Au même moment, parce que nous sommes vraiment dans l'actualité, tout se culbute, au même moment, l'astrophysicien britannique Stephen Hawking nous met en garde contre l'intelligence artificielle, dont d'ailleurs il bénéficie, parce que sans cette intelligence artificielle, puisqu'il est atteint de la maladie de Charcot, il ne pourrait rien nous communiquer. Alors il est en train de revoir ses chiffres, parce qu'il est devenu futurologue. Il revoit ses chiffres et ses prévisions, et nous avertit du devoir de quitter la planète dans les 100 ans qui viennent, et non plus dans les 1000 ans à venir, comme il avait dit précédemment. Il nous faut, dit-il, établir en 2025, c'est vraiment demain, une grande station lunaire, dit-il, et courir vers Mars le plus tôt possible et peupler le cosmos, la Terre étant devenue non seulement irrespirable, mais inhabitable. Ça, on veut bien le croire. La question de la colonisation spatiale a été, dès le début du transhumanisme, un sujet d'intérêt majeur pour Aldous Huxley. Aujourd'hui, le même astrophysicien revoit sa copie et nous invite à quitter quand même le plancher des vaches dans seulement 600 ans. Tout récemment, une très jeune femme américaine, 22 ans, a mis au monde un enfant pratiquement de son âge, puisqu'elle s'est fait implanter un embryon congelé depuis 24 ans. Ça pose la question de la philosophie du temps et de l'espace. Vous voyez où ceci nous amène. Cela ouvre naturellement de nouvelles perspectives en termes de banques d'embryons, comme celle de Knoxville aux États-Unis, de tri génétique, de cryoconservation du corps complet, etc. Une mère et un enfant qui ont le même âge. C'est du Aldous Huxley parfait, du George Orwell sur mesure. Figer le temps par congélation ou vitrification, c'est un programme en cours, tant pour les gamètes, c'est-à-dire les ovocytes, les spermatozoïdes, etc., que pour les embryons, et ceci de façon universelle et légale. Universelle et légale. On est dans la mondialisation de cette question. De même, des réparations génétiques ont été effectuées avec la fameuse méthode du CRISPR-Cas9. Je fais une parenthèse. Il y a 2 ans, Madame Emmanuelle Charpentier, chercheuse et généticienne, a réussi une merveille. Vraiment. Ce qu'on appelle les ciseaux génétiques, qui permet sur une chaîne longue d'ADN de retirer un wagon qui n'est pas bon et d'en mettre un autre à la place. Mais cet autre, quel est-il? Alors, cette technique est critiquée sur le plan bioéthique, mais elle peut apporter, c'est un exemple positif, elle peut apporter des solutions. Seulement ce nouvel ADN modifié, il sera transmissible plus ou moins éternellement, si je puis dire. Donc on joue avec le feu. Que se passera-t-il? Mais à peine a-t-on cette nouvelle technologie à notre portée que déjà quelque chose d'autre arrive. C'est le crayon génétique du professeur Liu à New York. C'est une nouvelle amélioration permettant de réécrire le génome à la lettre près. C'est une méthode plus propre, plus efficace que les fameux ciseaux moléculaires. Alors,
C'est aussi ce que pense Henry Greeley. Tout comme Huxley le pensait autrefois, Greeley est un contemporain. Il y a fort à penser, dit-il, que dans les très très prochaines décades, du moins dans les pays développés, le sexe sera séparé de la reproduction. La procréation aura perdu son sens et la reproduction humaine sera affaire de laboratoires eugénistes. Les parents intentionnels pourront choisir 1 et 2 embryons sur une palette d'une douzaine. Ce sera sécure, absolument légal, propre et libre. C'est bien entendu ici toute la question bioéthique du diagnostic génétique préimplantatoire et de la fécondation in vitro qui est posée par les bioéthiciens, qui sont d'ailleurs totalement dépassés, puisque le diagnostic préimplantatoire existe depuis plus de 25 ans et que des milliers d'enfants naissent de cette façon. Tout donc pourrait se faire de manière artificielle. On a bien réussi, tout récemment, à imprimer un ovaire en 3D qui soit fonctionnel pour des souris infertiles, qui finalement retrouvent leur cycle menstruel et donnent naissance. Ceci a été publié par la Société d'endocrinologie de Boston. La morale des transhumanistes, c'est de dire que tout ce qui peut se faire, non seulement il faut le faire, mais on doit le faire. C'est la nouvelle morale, de même que Savulescu, Julian et des transhumanistes connus insistent sur le nouveau devoir moral qui est de choisir nos meilleurs gènes pour nos enfants. Alors sommes-nous déjà devant le projet d'édition du génome humain artificiel ? On sait éditer le génome depuis qu'on fait le séquençage de l'ADN, mais est-ce qu'on est devant un nouveau projet qui dépasse celui-là ? En mai 2016, à Harvard, la Medical School d'Harvard a organisé une réunion, 150 chercheurs, sur cette question, à l'abri des journalistes. Et le sujet, c'était l'édition du génome humain synthétique. Ce qui ne veut pas dire qu'on va réussir à le faire, ce qui veut dire qu'on pense à le faire et qu'on lève des millions de dollars pour ça. Et donc, on va travailler sur cette question. Alors, une autre question. Sommes-nous devant la question du clonage humain ? J'ai lu des papiers d'un ancien ministre de la Santé en France. Je ne citerai pas son nom parce qu'il n'arrête pas de dire des bêtises. Qui était très heureux qu'on puisse faire un clonage humain parce que ça donnerait une possibilité d'avoir des organes artificiels, des organes naturels pour faire des transplantations. Alors ma question est la suivante. Sommes-nous déjà devant le clonage humain ? Eh bien, on nous annonce qu'en Chine, puisqu'on parle aujourd'hui de mondialisation, on nous annonce qu'en Chine, 2 primates, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, 2 primates génétiquement identiques sont nés et vivent depuis plusieurs semaines à l'Institut des neurosciences de Shanghai, au laboratoire de neurologie des primates. Naturellement, ça pose une question, immédiatement ça pose une question, est-ce qu'on peut passer du primate à l'homme ? Évidemment que oui. Alors, Axel Kahn, vous le connaissez, généticien, chantre de l'évolutionnisme, déclare « La grande question est de savoir si les premiers clones humains seront obtenus dans le cadre d'une transgression délictueuse. Le clonage sera interdit partout, mais il aura une telle gloire et tellement d'intérêt financier pour le premier à transgresser cette règle et cette loi qu'il le fera néanmoins. » Autre question, et de totale actualité. Alors que le fameux QI, quotient intellectuel, des Occidentaux, dont celui, hélas, de la France en particulier, après une période d'augmentation progressive, décroît actuellement pour différentes raisons. L'échec de l'éducation, l'échec de l'école, et je vais peut-être en faire bondir certains, et l'immigration. Puisque les statistiques sont faites de façon globale, il est évident que si on hérite d'une immigration avec des jeunes qui ne sont pas formés, ça fait baisser le quotient intellectuel général.
Par contre, c'est fait d'une façon sérieuse, et pas par des gens d'extrême droite, c'est fait par l'enquête PISA de l'OCDE. D'autres pays, et même de continents, n'ont que faire de la Convention d'Oviedo, qui a été signée par 27 pays européens et par d'autres. Eh bien, ils se lancent, eux, dans des programmes d'amélioration génétique, justement en vue de ce quotient intellectuel. Dans une démarche eugéniste extrêmement provocante, pas provocatrice, provocante, la Chine travaille à la sélection d'embryons qui puissent être issus de l'ADN d'individus au quotient intellectuel supérieur à 160. Ceci après avoir récolté dans le monde des échantillons d'ADN pris sur des personnalités avec un quotient égal ou supérieur à 160. Et ils ont recruté des prix Nobel qui s'y sont prêtés. Et d'ailleurs, les jeunes Chinois modernes, du moins les jeunes Chinois éduqués et branchés, seraient près de 50% à accepter d'augmenter ce qu'on appelle le quotient intellectuel de leurs enfants par un dopage du quotient intellectuel in utero. Indiens et Chinois, qui ne partagent naturellement pas notre fond religieux, culturel et moral, sont favorables à l'eugénisme intellectuel. Chez nous, certains proposent même que pour l'embauche, on ne se serve plus uniquement du quotient intellectuel, mais que l'on s'en serve d'un autre quotient, le quotient de complémentarité avec l'intelligence artificielle. Quotient naturellement évolutif, puisque l'intelligence artificielle va évoluer. Question, l'employabilité et le recrutement pourraient bien évoluer aussi en fonction de ces nouveaux critères d'évaluation, dans un mode de destruction massive des emplois et de création de nouvelles activités, moins nombreuses, directement reliées à l'intelligence artificielle. Alors si j'évoque ces questions de bioéthique parmi d'autres, c'est pour souligner l'internationalisation des transgressions, la mondialisation des différentes disciplines du transhumanisme, en un mot, la globalisation du renoncement à l'homme naturel, démissionnant de son ontologie et de sa raison d'être, dans une sorte de fatigue d'être, de déni ontologique, au profit de cet homme nouveau amélioré dont les scientifiques veulent accélérer et contrôler l'évolution. Ce tableau que j'ai rapidement brossé devant vous, c'est l'actualité quotidienne. C'est-à-dire que nous vivons déjà dans un transhumanisme très avancé, sans trop nous en rendre compte, aveuglés que nous sommes par la facilité, le confort et l'hédonisme, repoussant sans cesse nos lignes de résistance éthique devant les transgressions qui se déroulent sous nos yeux et auxquelles nous participons par notre silence complice. Il nous faudra un jour répondre de cela. Dès lors que l'on veut séparer la sexualité de la procréation, aller vers de nouvelles formes de procréation, d'ailleurs on n'utilise plus le terme de procréation mais celui de reproduction, dès lors que l'on veut rejeter la filiation naturelle et biologique et la famille traditionnelle, s'en remettre à la science et à la technologie pour résoudre tous les problèmes, accepter l'eugénisme et la médecine prédictive, éditer son propre génome, faire tabula rasa du passé, oublier ses origines, faire fi de l'altérité pour ne penser qu'à vivre soi-même plus longtemps et mieux, au prix fort, celui de perdre son âme, nous sommes alors en plein dans le passage d'une humanité à une autre. C'est cela le transhumanisme. Et il débouche inéluctablement sur le post-humanisme, l'homme hybride, le cyborg, en tout cas l'homme hors sol. Or, voilà. L'homme n'est pas seulement Homo sapiens, il n'est pas seulement Homo faber, il est essentiellement Homo religiosus. Ne pouvant donc pas totalement éradiquer le sentiment religieux, malgré l'indifférence croissante à la transcendance dans les sociétés de notre extrême Occident, l'idéologie transhumaniste, foncièrement athée, opère une action stratégique de racolage et de récupération que l'on pourrait appeler dans le cadre de la mondialisation l'internationale écuméniste réductrice. Cette réduction programmée des masses, bien entendu, est au service d'une idéologie totalitaire. L'individualisme forcené de nos contemporains, qui se prête parfaitement à l'idéologie transhumaniste, pourrait bien conduire à une mondialisation de l'indifférence, faisant le lit
de ceux qui guettent le moment de l'uniformisation mondiale pour en être les profiteurs. Qui sont-ils? Ce sont les GAFA, qui sont aux commandes des algorithmes qui déjà nous dirigent. Et s'ils se partagent encore aujourd'hui le marché, il n'est pas dit que nous n'assistions demain à une guerre des titans. Rappelons ce que nous disait fièrement David Rockefeller, une des figures emblématiques de cette mouvance. Ne reconnaissait-il pas, à la fois, avec fierté son appartenance aux Illuminati et son activité en faveur du nouvel ordre mondial? Je le cite de mon propre livre. « Certains croient, dit-il, que nous faisons partie d'une cabale secrète agissant contre les intérêts des États-Unis. Et ils représentent ma famille et moi comme des internationalistes. Ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un seul monde si vous voulez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. » Or, c'est bien ce qu'avait dénoncé un congressman américain, Lawrence McDonald, en 1976, qui fut tué dans l'attaque d'un vol de la Korean Airlines, vous vous rappelez peut-être d'un scout soviétique qui avait abattu cet avion. Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant le supercapitalisme et le communisme, sous la même bannière et sous le même contrôle. Est-ce que j'entends par là une conspiration? Oui, en effet. Je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale, de planification depuis plusieurs générations, et de nature incroyablement maléfique. Lors de la déclaration d'indépendance des États-Unis, George Washington a ce mot mémorable. Ce n'est pas mon intention de douter que les doctrines des Illuminati et les principes du jacobinisme ne se soient propagés aux États-Unis. Au contraire, personne n'est plus satisfait de ce fait que je le suis. Cette confession fut aussi prophétique, car dès lors, les personnalités américaines aux commandes auront toutes des liens étroits avec des réseaux d'initiés. Les 3/4 des présidents américains seront affiliés à des loges, à l'exception de quelques-uns dont certains le payèrent de leur vie. Par ailleurs, n'oublions pas que les fauteurs de la révolution russe, en fait un tout petit nombre de personnes, ont été aussi des initiés. Alors si le transhumanisme se veut une nouvelle religion, j'ai fait avec Jean-Michel Vernochet une émission qui a été regardée par plus de 40 000 personnes, en calculant les clics, sur le transhumanisme, religion de la maçonnerie. En fait, j'étais pris au piège parce que le titre a été donné après la conférence. Mais c'était exactement ce que j'avais expliqué. Alors, si le transhumanisme se veut une nouvelle religion, non sans aspect gnostique, il ne faut pas oublier ça. C'est un écuménisme réducteur qui fait appel, comme il se doit dans toute démarche d'uniformisation, qui ne peut se faire que par le bas. Cette nouvelle religion quasi idolatrique pourrait bien être celle du transhumanisme, avec pour idole l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont le roboticien Anthony Lewandowski nous prédit qu'elle sera telle que nous devrons la vénérer. L'intelligence artificielle devenant le dieu révélé du transhumanisme. Ce cybernéticien, petit pape du transdéisme, encore une nouvelle formule, croit peut-être avoir trouvé la formule de la potion magique pour réduire, comme les Givaros, les têtes des derniers êtres encore pensants. Des moutons pour faire des adeptes du nouveau culte dans l'église du cyberdieu. Cette église s'appellerait WOFT, Way of the Future. Qu'en est-il de l'international écuméniste? Sur l'ère du bien connu, si tous les prolétaires du monde voulaient bien se donner la main, se profile un autre slogan. Si toutes les religions du monde voulaient bien se donner la main, et au passage abandonner leurs dogmes et leurs différences, et finalement surtout leur soif d'absolu, serait tellement plus aisé de leur proposer l'attrait de l'amélioration de la condition humaine, pensée dans les officines de la Silicon Valley, par les GAFA et autres agents de moins en moins occultes de la mondialisation. Ils opèrent aujourd'hui en plein jour dans un monde indifférent, anesthésié et savamment lobotomisé. Mais il n'y a pas que les transhumanistes anglo-saxons pour nous promettre une longévité sans fin ou presque, des jours heureux dans des corps améliorés,
voire une immortalité cybernétique, certains chrétiens, ou du moins prétendus tels, rejoignent aujourd'hui le mouvement. Ceci me permet de faire une jonction avec la percée du transhumanisme en Russie, et en parfaite symbiose et concurrence avec ce qui se passe dans la Silicon Valley. Il s'agit du fameux programme Initiative 2045. 2045-2050 sont pour tous les transhumanistes, de quelque bord qu'ils soient, une date limite, une date frontière. Ce fameux programme, dont les membres scientifiques se sont réunis déjà par 2 fois, à Moscou en 2012 et à New York en 2013, pour définir et organiser le projet utopique de l'immortalité cybernétique pour l'humanité, et quand bien même s'agirait-il d'une utopie, faisons attention parce que depuis longtemps la science rattrape la fiction et parfois même la dépasse. Il n'en demeure pas moins que plus de 15 000 chercheurs sont enrôlés dans ce programme, dans des laboratoires prestigieux, et que des billions de dollars sont alloués pour ce champ de recherche. Ce qui implique non seulement la volonté de dépasser la nature humaine et de la projeter sur un autre support indépendant, mais comme le dit Dimitri Itskov, le fondateur de cette initiative, je le cite, Global Future 2045, est forgé sur la notion que la civilisation parvienne à un degré plus élevé de développement, l'humanité a besoin de manière vitale d'une révolution scientifique et de changements spirituels significatifs qui seront inséparablement joints, adjuvants et se complémentant les uns les autres. Et que donc notre congrès, je le cite, sera le guide en termes d'unification des leaders spécifiques, des leaders scientifiques du monde, des technologies et aussi des leaders spirituels qui tous favoriseront les stratégies pour l'auto-évolution de l'humanité. Alors, cet Itskov, qui se dit chrétien russe orthodoxe et qui conduit ses recherches quand même sous le patronage des Nations Unies, reconnaît que les considérations religieuses sont finalement très importantes. C'est ce qui différencie de Raymond Kurzweil, qui lui est athée. Mais que veut Itskov ? Pour lui, il est très important d'initier un dialogue interreligieux entre les religions et les traditions dites religieuses. Lequel dialogue a commencé avec leur initiative, en invitant à exprimer leur point de vue des représentants du bouddhisme, du taoïsme et de l'hindouisme, des maîtres du yoga et des chrétiens, dans le but de définir, tenez-vous bien, un nouveau paradigme scientifique et de mettre fin au schisme entre les religions. Voyez d'où ça vient, ça. Afin qu'elles aillent mieux, merci, et soient plus compatibles avec l'évolution des sciences. Il reconnaît que l'impact sur la religiosité des gens, produite par la réalisation de facto du chargement de la conscience sur un autre support cybernétique ou un avatar quantique, est un problème très sensible pour les traditions religieuses comme le judaïsme, le christianisme ou l'islam, mais pas du tout pour le bouddhisme et autres, et souhaitait que le projet transhumaniste respecte toutes les traditions et toutes les religions, etc., blablabla. Ce qui est tout à fait opposé au programme et au manifeste transhumaniste de Kurzweil et de Max More et des Français qui les suivent. Mais ça existe. Concluons donc qu'il était grandement temps pour les gens de réfléchir à leur évolution future, de comprendre qui ils sont, quelle est leur place dans l'univers, et développer un nouveau paradigme pour l'évolution de l'humanité. Il est évident que ces réflexions, dans des pays où le christianisme est réduit à peu de choses, ça peut prendre. Bien entendu, la partie véritablement orthodoxe, et non celle de Itskov, s'est montrée très critique envers le projet 2045. Par ailleurs, il faut savoir que le transhumanisme a été condamné récemment lors du Concile de Crète de juin 2016, Concile orthodoxe, et par le 5e Forum de dialogue catholique-orthodoxe qui fustige en même temps et la théorie du genre et le transhumanisme et surtout la volonté d'imposer ses idées aux enfants dans les petites classes. Alors, que se passe-t-il en Russie ? Puisque nous sommes dans une mondialisation. En Russie, le programme de recherche sur la télétransportation a été fermement soutenu par le président Poutine lui-même. L'initiative technologique nationale russe comprend 3 axes majeurs. Élaborer son propre langage de programmation, créer un opérateur de téléphonie mobile d'un type nouveau, construire un appareil de téléportation à l'horizon 2035. 10 milliards de roubles ont été dépensés entre les années 2016 et 2018. Le reste étant financé par les entreprises privées. Ici encore, les plans unissent le privé et le public,
comme aux USA. Le quotidien russe, Commerçant, cite le fondateur du groupe Almaz Capital, Alexandre Galetsky, qui indique que les ordinateurs quantiques et l'interface neuronale ne seront plus considérés comme des techniques d'un avenir lointain, mais proche. Et si téléporter de la matière sensible est assez fantaisiste, eh bien à Stanford, les expériences de téléportation de molécules à courte distance ont déjà été réalisées. Alors il n'est pas question pour M. Poutine de transporter des soldats, c'est-à-dire de la matière, d'un point à l'autre de l'univers, mais d'opérer des transmissions de messages qui ne puissent pas être interceptés par des pirates. On voit bien que soit en Russie ou à la DARPA à Washington, les programmes militaires sont les mêmes et tous sont issus de la convergence des NBIC. Oh, je vous signale, ça me vient à l'esprit, il y a une semaine, j'ai vu dans le journal qu'on attirait notre attention sur les nanoparticules qui sont dans une dizaine de produits dont certains étaient mangés par mes petits-enfants. Quant aux questions des dérives bioéthiques, les Russes ne nous ont pas attendus pour tomber eux aussi dans la transgression des lois naturelles. Et sur certains points, ils ont même pris de l'avance, si l'on peut s'exprimer ainsi. En matière de PMA, les femmes célibataires et les couples hétérosexuels peuvent faire appel à la PMA depuis longtemps et sans restriction. Comme en Russie, le don de sperme et d'ovocytes peut être anonyme ou non anonyme. Les cliniques, comme les parents théoriques, se chargent d'apporter le matériel de reproduction. Encore interdite en France, la GPA ou maternité de substitution est utilisée et réglementée depuis longtemps en Russie, depuis même très longtemps. Et si quelqu'un met en doute ma parole, je leur donne le numéro de téléphone et vous appelez le 007 495 215 55 44. Vous téléphonez et puis vous faites une commande. En conclusion partielle, je crois donc à notre avenir commun, dans notre misérable maison commune, basée non pas sur une cross-fertilisation de nos vertus réciproques, mais sur l'addition de nos transgressions communes et notre apostasie générale, qui fait le lit de l'antéchrist, de la nouvelle religion réductrice et écuméniste, qui est en fait le transhumanisme, glissant inéluctablement vers le post-humanisme et le cyborg, lequel ne pourra pas recevoir l'Évangile. Un des modèles de destruction sociétale bien organisé est sans doute celui de l'éducation par sa désorganisation. La situation française est bien connue, et l'ancien ministre de l'Éducation nationale socialiste et franc-maçon, M. Payon, avait annoncé la couleur depuis longtemps, voulant éradiquer le catholicisme de France, instaurer la religion de la République, la laïcité, sans quoi, disait-il, la Révolution française n'est pas achevée. Le même souhaitait l'endoctrinement dans la religion laïque des enfants dès les toutes premières classes pour les soustraire à la famille et les faire échapper à un éventuel endoctrinement parental. On a déjà vu ça. On sait d'ailleurs qu'à l'âge de 5 ans, tout est pratiquement joué. Donc c'est sur les petites classes que les gangsters veulent avoir de l'influence. Idem avec mesdames Edith Estrella et Ulrike Lunacek, qui font leur travail de sape à Bruxelles. Savez-vous ce qui se passe dans certains pays scandinaves, la Norvège, ou en Amérique du Nord, au Canada, en Ontario en particulier? Je connais bien la situation, j'y ai vécu, mais aujourd'hui en Ontario, actuellement, si des parents parlent mal à leurs enfants des LGBT et instruisent chrétiennement leurs enfants, l'État peut tout simplement leur envoyer une assistante sociale et soustraire les enfants et les placer dans les familles d'accueil et naturellement, de préférence, des couples homosexuels. Alors il y a des voix qui se lèvent partout. En France, des professeurs tout à fait éminents s'opposent à cela, mais on ne les publie pas. En Russie, c'est la même chose. Je vais vous parler d'une femme remarquable, qui est professeure adjoint à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou et quand même vice-présidente de la Société économique russe Sharapov. Elle dénonce les technologies prévues par la désorientation totale de l'homme et la façon dont les agences de renseignement sont impliquées dans les réformes de l'enseignement dans son pays, ou plutôt, dit-elle, dans l'abolition de l'éducation en tant que telle. Elle dénonçait la stratégie de subversion dans les termes suivants qui pourraient bien être les nôtres. Le domaine de l'éducation est le principal champ de la confrontation où les universités américaines jouent un double rôle. Elle attaque les États-Unis.
Premièrement, par le biais des grandes universités américaines, se réalise l'intégration de nos universités dans un marché d'éducation mondiale. La deuxième mission est la réorganisation totale de la conscience, et ce sont les universités américaines qui développent des programmes qu'on met en œuvre ensuite en Russie en utilisant une variété de méthodes. La première tâche est de nous intégrer à l'espace éducatif global, qui devrait fonctionner pour le business transnational, et pas pour la Russie. Et le deuxième est de nous mettre dans un système de valeurs complètement différent par l'altération et la formation de la vision du monde. Nous revenons ici au domaine de la religion, parce que nous sommes bien conscients qu'il s'agit de faire en sorte que les gens soient prêts à accepter le système de gestion mondiale et un souverain suprême de ce monde. S'agissant du système de valeurs actuellement implanté et de la vision du monde qui est à la base de l'activité économique et politique des maîtres de l'ordre mondial, nous revenons à ce que nous avons déjà discuté à plusieurs reprises, dit-elle, le transhumanisme. Pourquoi le transhumanisme ? Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie de l'Occident, après avoir passé plusieurs étapes, etc., aborde la sixième. Si nous essayons de comprendre son essence, une chose terrible se révèle. Auparavant, le développement de la technologie et de l'économie visait à créer des conditions favorables pour la vie humaine, changer les conditions de la vie. Aujourd'hui, la technologie est axée sur le changement de l'homme et de son essence. On vise à changer la nature corporelle et spirituelle de l'homme à l'aide des dernières technologies, nano, bio, information, sciences cognitives. Bien sûr, en même temps, on crée des conditions encore plus favorables pour la vie de quelques-uns, mais la direction clé est de changer l'homme comme tel et de le transformer en un objet biologique et une source principale de revenus. Et plus loin, cette femme ajoute en accusant le professeur de l'école de gestion de Moscou, Skolkovo, Pavel Louchka, a franchement déclaré lors de l'ouverture officielle du Foresight Future Education Global, l'enseignement classique ne répond plus aux besoins de la société post-industrielle. Vous entendez là quelque chose que vous connaissez bien. Il y a la demande croissante de compétences strictement définies et non pas d'un ensemble de connaissances et de compétences générales. Donc on n'a pas besoin de tout ce qui ne produit pas un revenu, comme par exemple notre éducation historique humanitaire. D'où une telle attitude envers la langue russe pour laquelle on a laissé 2 heures par semaine à l'école. Bien sûr, on n'a pas besoin de l'histoire, des sciences humaines qui font penser et forment l'esprit de l'homme, sa vision du monde. Nous ne pouvons comprendre qui nous sommes, nous comprendre nous-mêmes, la société elle-même, le sens et le contenu des processus sociaux, que par la pensée historique et par l'éducation historique. Au lieu de cela, on nous impose le transhumanisme, qui vise à changer la nature humaine, physique et spirituelle, qui forme les post-humains, les cyborgs. À ce stade, tout se ferme. L'abolition de l'éducation est un projet transhumaniste. Enfin, la nouvelle religion mondialiste ne serait pas hostile au transfert de l'intelligence sur des serveurs techniques tels que la philosophie indienne et asiatique s'y prêterait volontiers. Lors de la fameuse réunion du Global Future 2045, des voix orientales, extrême orientales, venant des sectateurs de la réincarnation, dualisme, le pathos de l'anthropologie dualiste, le pathos c'est le péché mortel que nous a laissé la philosophie grecque, se sont élevés pour défendre les thèses d'immortalité cybernétique. À cet égard, il faut maintenant que je vous présente le projet Avatar. Alors je vais citer ici mon collègue Vassili Bouzou de la faculté de théologie de Sibiu en Roumanie. J'ai publié l'an dernier j'ai édité l'an dernier les actes du congrès qui avait eu lieu, qui s'appelait Au Carrefour de l'Humain, et il y avait un article en anglais dont j'ai traduit quelques passages pour vous. Il faut mentionner, je le cite, il faut mentionner ici que cette initiative, dont je viens de parler, est athée et bénie, soutenue et promue par des représentants des religions anthropocentriques du monde et les spiritualités qui ne comprennent pas la nature réelle ni la destinée de l'homme comme un homme perfectible appelé à sa pleine réalisation seulement par la grâce des énergies incréées de Dieu. Le leader spirituel mondial du bouddhisme, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, affirme que l'avatar, alors sur l'avatar, ça sera un slide pour ma prochaine conférence, il y a plusieurs types d'avatars qui progressent en fonction du temps.
Mais, voyez-vous, de 2015 à 2020, on cherche à faire une copie robotique du corps humain remodelé et contrôlé par l'interface cerveau-ordinateur. Entre 2020 et 2025, on voudrait avoir un avatar dans lequel le cerveau humain est transplanté à la fin de sa vie. Entre 2030 et 2035, on souhaiterait qu'on ait un avatar avec un cerveau artificiel dans lequel la personnalité humaine puisse être transférée à la fin de sa vie. Et enfin, en 2045 ou 2050, avoir un hologramme qui ressemble à l'avatar. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corps. Oui, vous voulez voir ça, vous le verrez tout à l'heure. Donc, l'avatar de 2030, par le développement d'un cerveau artificiel et la compréhension de la nature de la conscience humaine, pourrait être atteignable et serait d'un grand bénéfice pour les développements futurs de la science. Alors celui-là qui a dit ça, c'est le Dalai Lama. Cet homme extraordinaire, plein de sagesse, et qui pue le safran, c'est tout. C'est tout. Alors on doit maintenant mentionner que la religion la plus adaptée à l'idéologie transhumaniste, c'est la tradition hindouiste et la tradition bouddhiste des grands textes du Veda. Et que le grand promoteur de cette idéologie qui a émergé en Russie n'est autre que, alors là, il faut me pardonner l'accent, Swami Vishnudevananda Giri Giral Maharaj. Il a écrit une foule d'articles, ça c'est vrai, entre 2001 et 2005 sur la philosophie du transhumanisme, affirmant l'idée d'un transhumanisme transcendantal et prédisant l'émergence du transhumanisme bien d'une dizaine d'années avant cette fameuse conférence de l'initiative 2045. Il affirme que l'idéologie, que l'évolution de l'homme vers les niveaux transhumanistes et posthumanistes ne sera pas seulement par la technique et les sciences, mais sera aussi jointe à la création d'une nouvelle éthique, d'une nouvelle culture, de pratiques spirituelles, en somme, une harmonisation, une intégration existant dans les systèmes religieux traditionnels qui devront s'intégrer aux découvertes scientifiques. Vient alors une longue explication sur le transhumanisme transcendantal. Alors, accrochez-vous. L'essence du transhumanisme transcendantal est simplement l'avenir de l'humanité et se fonde sur les gens continuant leur process évolutionniste, dépassant leur nature organiquement limitée. Nous en avons assez de la mort, assez des naissances, assez des mêmes actes auxquels sont assujettis les animaux, les chiens, les chats et les singes. Il n'a pas parlé des vaches. Assez de vieillir, assez de manger de la vieille matière, nous devons parvenir à un état supérieur d'existence. Nous devons changer notre vie dans tous ses aspects, incluant le dépassement des limites de nos corps physiques. Mon rêve est que la transition vers la néo-humanité, l'atteinte de l'immortalité devienne le but numéro 1 sur l'agenda des Nations Unies, que les leaders du G20 et du G8 disent ensemble « Acceptons qu'aussi longtemps que les gens resteront mortels, aussi longtemps que la mort sera inévitable, tant que nous ne serons pas parvenus à l'immortalité, il fait sens pour nous de penser et résoudre ce problème. » On reconnaîtra ici l'équivalent, mot pour mot, du manifeste transhumaniste de Max More et de Ray Kurzweil dont je parlais dans mon livre. Dans notre tradition, dit-il, nous avons un long héritage de réflexion sur la possibilité de transférer la conscience dans un autre porteur. De telles techniques sont appelées... Alors là, on va sauter ça parce que c'est des textes en sanskrit, en tibétain. Alors mon collègue écrivait alors, certes, il est difficile d'imaginer un futur où les corps consistants en nanorobots deviendraient disponibles et capables de prendre n'importe quelle forme. Il est aussi difficile d'imaginer des hologrammes corporels montrant de la matière contrôlée. Cependant, une chose est claire. L'humanité, pour la première fois dans son histoire, va opérer une transition évolutive totalement dirigée et devenir éventuellement une nouvelle espèce. Pour être bref, l'humanité sera appelée à devenir une nouvelle espèce et à abandonner toute forme de matérialisation physique. L'argumentation de cette méthode futuriste et utopique est soutenue par David Dubrovsky, pas tout à fait n'importe qui, Kurt Sherman, du Conseil scientifique de l'Académie russe des sciences pour la modélisation de l'intelligence artificielle.
Celui-ci soutient que le problème de l'immortalité cybernétique n'est pas une fantaisie scientifique illusoire, mais une réalité dont la réponse tient à l'isofonctionnalité des systèmes et à l'immense pouvoir technologique résultant de la convergence des NBIC, on revient toujours à la même chose, et à l'interdisciplinarité des recherches scientifiques. Et Dubrovsky ajoute que les chercheurs transhumanistes ne cherchent pas tant à copier ou à imiter les structures physiologiques du corps et de l'âme humaine, mais à optimiser et à éliminer le superflu du modèle biologique de la nature humaine résultant de l'évolution. Il s'agit donc de refaire l'homme d'une meilleure façon que Dieu le créa au début. Il y a donc lieu de considérer les diverses religions et fonds culturels des initiateurs du projet et leurs différentes conceptions de l'âme et de la conscience en tant que derniers éléments à transférer sur un autre substrat artificiel. Kate Ward, dans son grand ouvrage « La grande question sur la science et la religion », souligne que l'existence de Dieu en tant qu'être totalement spirituel suppose la possibilité que la conscience puisse exister indépendamment de toute forme corporelle et matérielle, et que concernant la conscience humaine individuelle après la mort, on peut imaginer qu'elle existe sous 5 situations différentes selon les religions. Je m'arrêterai là parce que l'analyse de ces 5 formes de conscience selon les religions m'amène à conclure que l'imposture du transhumanisme, c'est de vouloir créer quelque chose qui existe déjà. Voilà, je vous remercie de votre attention et peut-être, n'applaudissez pas, c'est à pleurer, n'est-ce pas ? C'est à pleurer. C'est à pleurer. C'est à pleurer. C'est à pleurer.